Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Marie-Amélie Le Fur, il suffit de regarder votre parcours pour comprendre que la vraie force ne se mesure pas à ce que l'on perd, mais à ce que l'on décide d'en faire. À 15 ans, un terrible accident bouleverse votre vie, vous perdez votre jambe gauche. En revanche, votre envie d'avancer reste intacte. Là où d'autres auraient vu une fin, vous avez choisi d'en faire un nouveau départ et transformer cette épreuve en victoire. Très vite, seulement 4 mois après l'accident, vous retournez sur les pistes d'athlétisme, cette fois avec une lame, mais avec la même rage de vaincre. Et le palmarès est exceptionnel. 9 médailles paralympiques, dont 3 en or, 4 Jeux paralympiques et plusieurs records du monde. Mais derrière la championne, il y a aussi une femme engagée. Présidente du comité paralympique et sportif français, vous œuvrez pour que le sport inclusif devienne une évidence. Vous défendez la reconnaissance des athlètes en situation de handicap, mais également la parité dans le sport. Et puis, enfin, il y a la femme, la mère, celle qui connaît la fragilité de la vie. Vous avez traversé le deuil périnatal, trouvé la force de vous reconstruire pour aujourd'hui rayonner au sein d'une famille heureuse. Marie-Amélie, vous êtes l'une des figures majeures du sport paralympique français, un symbole de courage, d'espérance et de détermination. Vous prouvez que même après les tempêtes, la lumière existe toujours pour ceux qui refusent de renoncer. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Avant de parler de votre carrière, de vos victoires et de votre reconstruction, je voudrais savoir quel type d'enfant vous étiez, quel sport tenait la place dans votre vie et comment vous voyez votre avenir à ce moment-là. Alors j'étais peut-être une enfant à double personnalité, on va le dire comme ça, à l'école très perfectionniste, dans la volonté vraiment de réussir pour moi, réussir pour faire plaisir. Et puis à côté de ça, il y avait la petite jeune fille très dynamique, très bavarde également. Et finalement, cette place du sport a été essentielle pour moi. Donc ça n'a pas été une vocation de ma part de faire de l'athlétisme, c'était une demande de ma grande sœur de l'accompagner dans ce projet. Mais je crois vraiment que ce sport m'a donné un cadre, m'a donné un secteur de réussite, m'a donné énormément de valeur, m'a appris l'échec. Et je pense que ça, c'est important aussi, le rebond derrière l'échec, la capacité à se lancer des défis, pas toujours à les réussir. Une éducation basée sur les valeurs de la famille, sur les valeurs du sport et de grandir comme ça, tranquillement jusqu'à l'adolescence. Et si c'est pas votre choix, l'athlétisme, vous accrochez vite ? Pas tout de suite. Je crois qu'il y a eu une année un peu compliquée parce que l'hiver il fait froid, parce que je trouve pas trop sens à ce modèle-là. À partir de la 2e année, vraiment ça va commencer à prendre sens parce qu'il y a la question du défi individuel, le fait d'être aussi dans un club. Donc en fait c'est un sport qu'on partage avec d'autres camarades. On n'est jamais isolé, on n'est jamais esseulé quand on fait de l'athlétisme. Et je me souviendrai toujours de cette saison où l'objectif c'était d'atteindre les moins de 3 minutes sur 1000 mètres et on a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois jusqu'à réussir. Et puis j'aime tout simplement le plaisir de courir, le plaisir de l'appui au sol, le plaisir de la légèreté. Et je trouve que c'est un des plus beaux moyens aussi d'être en communion avec la nature. À ce moment-là, vous voulez être sportif de haut niveau, vous avez d'autres ambitions ? Alors pas du tout. J'ai pas du tout souvenir que ce soit quelque chose qui me traverse l'esprit. Pour autant, dès le plus jeune âge, et je le dis avec beaucoup d'humilité, je vais présenter vraiment des grandes dispositions. Je suis dans les meilleurs de ma catégorie d'âge, je suis en réussite. Il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Mais moi, mon ambition professionnelle est ailleurs puisque j'ai la volonté de devenir sapeur-pompier professionnel. À l'âge de 10 ans, je vais m'inscrire pour rentrer dans un cursus qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, en parallèle du sport, en parallèle de l'école, tous les mercredis, tous les samedis, je vais à la caserne de Vendôme pour apprendre ce métier-là, pour être au contact des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Une vraie vocation de vie. Je pense que la question de l'incertitude du quotidien, la place aussi que prend le sport dans ce métier, et puis une grande empathie qui me caractérise. J'avais ce besoin d'avoir un métier qui a du sens et qui est à destination des autres. On sent déjà toute la détermination et puis à 15 ans, donc arrive cet accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ?
Alors c'est justement en me rendant à un entraînement des jeunes sapeurs-pompiers, mercredi 31 mars 2004, que je vais être victime d'un accident de la circulation. Un accident vraiment tout bête à proximité de mon domicile, sur un trajet que je faisais plusieurs fois par jour. Et une personne qui va pas bien appréhender la distance qui nous sépare va faire le choix de tourner sur sa gauche. Moi, j'arrive à ce moment-là, il me percute. Et très rapidement, le diagnostic est sans appel. En fait, mes blessures sont tellement graves que les médecins ne sont pas persuadés de pouvoir sauver ma jambe. On va chercher à tout prix à sauver cette jambe, quand bien même demain elle deviendra non fonctionnelle. Et à ce moment-là, on me dit que le sport, globalement, il faut que j'oublie. 3 jours après, et je pense que ça a été une vraie libération, les médecins sont confrontés à l'obligation d'amputer, puisque je n'ai plus de sang qui arrive dans mon pied. Et pour moi, ça va être la libération Vous de la vivez douleur. tout de suite comme une libération. Ouais, quasiment immédiatement, parce que les premiers jours ont vraiment été des jours d'une très très grande souffrance. Ma jambe était vraiment très abîmée. Couper cette jambe, ça a été retirer la souffrance, ça a été retirer l'incertitude. C'est-à-dire que on ne sait pas comment tu remarcheras, c'est un jour tu remarcheras et tu recourras avec une prothèse. Ça va être mon ambition, et moi je vais formuler cette envie, ce rêve, je sais pas comment le dire, un jour de recourir. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents exceptionnels, une sœur, un entourage qui ont été présents et qui n'ont pas essayé de dire que c'était beaucoup trop tôt, que c'était pas le bon moment, qu'il fallait déjà voir d'autres choses. Ils ont cru dans ce rêve-là, et surtout ils m'ont donné les moyens d'atteindre ce rêve. Et donc très rapidement, ça va être des prises de contact avec la fédération handisport. On va aller rencontrer l'équipe de France qui partait à l'époque aux Jeux d'Athènes, et on va trouver en fait une nouvelle famille qui nous tend les bras. C'est-à-dire qu'on débarque comme ça à ce championnat de France, on a des athlètes qui préparent les Jeux et ils sont là, ils sont disponibles pour nous, ils nous racontent leur quotidien, ils nous montrent leurs prothèses. Je les regardais avec des étoiles dans les yeux, et surtout ça a donné à mes parents quelque chose auquel s'accrocher. On avait une vraie dynamique positive. Et puis derrière, il y a eu ce tournage du film. Donc je suis au centre de rééducation, je suis convoquée par le médecin et il me présente un projet de téléfilm. C'est une jeune fille qui a eu un accident, qui veut recourir. Son grand-père va lui financer une prothèse. Donc je vais passer le casting, je vais pas être prise parce que je ne suis pas une comédienne, mais je vais être retenue en tant que doublure. Et c'est aussi un moment structurant de mon retour au sport. Et surtout, c'est s'affranchir de la contrainte matérielle. Grâce au tournage du film, va être fabriquée ma première prothèse de course. On a gagné énormément de temps, énormément d'argent, parce qu'à l'époque, les lames étaient absolument pas remboursées. Ça faisait pas partie du projet de vie d'une personne en handicap de faire du sport. Ça a évolué, ça, aujourd'hui, c'est plus accessible? Ça a un petit peu évolué. Grâce aux Jeux de Paris 2024, on a remis à mettre le sport comme une brique essentielle du parcours de vie des personnes en situation de handicap. On a vraiment compris quelles étaient les vertus du sport. Et donc, de plus en plus, effectivement, on voit cette importance se traduire dans les impulsions de politique publique, tant dans le champ du handicap que dans le champ du sport. Il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on a annoncé effectivement un remboursement des prothèses sportives à hauteur de 75%. On est sur des prothèses qui vont coûter entre 6 et 10 000 euros. Prothèses tibiales, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des prothèses fémorales qui, elles, vont nécessiter l'adaptation et un genou. Donc, c'est des appareillages qui coûtent très, très cher. Il y a encore véritablement un déficit d'équité quand on veut vivre une vie pleine et entière et qu'on est en situation de handicap. La prothèse que je porte aujourd'hui, donc on ne la voit pas, mais pour la décrire, c'est une prothèse tout simplement qui me permet de mettre des chaussures à talons pour l'expression de la féminité. Pour des jeunes filles, c'est très, très compliqué puisqu'on doit financer de façon individuelle énormément de prothèses. Vous parlez de la féminité. Vous, comment vous êtes acceptée? Ça a été compliqué, ce changement physique? Je crois que je me suis jamais véritablement acceptée, mais je crois pas que ce soit totalement lié à ma situation de handicap. C'est-à-dire que on a tous des choses qu'on aime bien et qu'on n'aime pas dans son corps. Moi, c'est le cas depuis que je suis toute petite. Et finalement, mon amputation est un petit détail dans ce travail que je fais sur moi pour m'accepter comme je suis, avec mes qualités et mes défauts physiques. Vraiment, ce qui m'a aidée, je crois, c'est que
Quand je mettais la lame de sport, pas la prothèse de vide, mais la lame de sport, il y avait un regard différent qui se portait, mais qui était un regard héroïque, qui était un regard avec des étoiles dans les yeux, où les gens finalement me regardaient un peu comme une super-héroïne, parce que on était dans les mois qui suivaient l'accident, parce que j'étais amputée d'une jambe, et pour autant, ça ne m'empêchait pas de sourire, de faire du sport, de passer de ce regard très pathos qu'on portait sur moi quand j'avais la prothèse de ville à ce regard héroïque quand j'avais la prothèse de sport, m'a beaucoup aidé à comprendre que j'avais encore de la valeur, que j'avais encore des rêves, que j'avais encore la capacité de faire énormément de choses en m'affranchissant un petit peu de ce regard très larmoyant qu'on peut porter normalement sur une personne en situation de handicap. Et puis derrière, ce qui m'a permis vraiment de m'accepter en tant que telle, c'est la force de l'entourage. J'avais évolué en termes d'enveloppe corporelle, mais très rapidement, ma famille, mes amis, que ce soit chez les pompiers, que ce soit à l'école, au lycée, vont me faire comprendre que pour eux, j'ai toujours la même valeur. Je vais continuer à avancer, sûre de moi. Je vais laisser un petit peu de côté les personnes, pas forcément qui ne sont pas à l'aise avec ma situation de handicap, parce que ça peut se comprendre, mais en tout cas qui jugent ma valeur sur le fait que mon enveloppe corporelle, elle a évolué. Mais c'est pas parce qu'elle est différente que je fais les choses moins bien. Je les fais juste avec un corps qui fonctionne un petit peu différemment dans son environnement. Vous avez quand même dû renoncer à votre rêve de pompier, etc. Il y a quand même eu des sujets plus difficiles à accepter, plus à aborder? Ouais, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de colère, il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments d'inquiétude, de très grande inquiétude, notamment du côté de mes parents. Bien souvent, on va penser la prise en charge médicale de la personne qui est touchée par cet handicap, par cet accident, mais bien souvent, on oublie les personnes qui l'entourent. Et moi, je trouve que mes parents ont été terriblement esseulés dans cette aventure qu'ils ont vécue. Leurs blessures, leurs inquiétudes n'a pas forcément été pris à sa juste mesure. Après, je pense qu'ils avaient la chance d'être deux, d'être ensemble. Ils avaient la chance de pouvoir se raccrocher à un projet, de voir que quand ils nourrissaient ce projet de courir, moi, ça me redonnait le sourire, ça me redonnait une structuration. Ça les a eux aussi aidés. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que je vous présente ce parcours un peu facilité, parce qu'on a fait les bonnes rencontres au bon moment, parce qu'on a eu beaucoup de chance, que ça n'a pas été un parcours difficile. Mais encore une fois, moi, j'ai préféré me concentrer sur ce sur quoi j'avais la capacité d'agir et changer le passé. Je pouvais pas faire repousser cette jambe, c'était pas possible. Ça m'a donné conscience de la fragilité de la vie, que chaque instant, chaque seconde, chaque minute de cette vie, elle vaut le coup d'être vécue à 150%. Ça n'empêche pas que j'ai toujours un sale caractère, que je râle toujours autant. Mon plus grand rêve, c'est de vivre cette vie pleinement et de vivre chaque instant à 150%. 4 mois après l'amputation, vous êtes déjà sur les pistes d'athlétisme. À quel moment le rêve olympique arrive? Alors, le rêve paralympique, il se construit progressivement. Il y a cette reprise de la course grâce au tournage de Celle qui reste. Il y a l'alchimie avec un entraîneur. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est que je me suis tournée vers mon instructeur des sapeurs-pompiers, qui était aussi quelqu'un qui entraînait en club, parce que j'ai senti que chez lui, il y avait une sorte d'empathie, mais une empathie positive, pas une empathie pathos, qu'il y avait une capacité à relever le challenge, parce que accueillir une athlète comme ça avec une prothèse alors qu'il connaissait absolument rien au parasport, aux Jeux paralympiques, c'est un véritable défi. Mais très rapidement, il va relever ce défi de me retaper physiquement, d'abord en piscine, aux côtés d'un autre instructeur pompier qui était Emmanuel Janus. Et puis voilà, il va devenir mon entraîneur, il va me développer des exercices très spécifiques. Et puis ensemble, donc pour citer son prénom, c'est Cyril Niveau, on va faire ses premiers championnats du monde en 2006, qui vont totalement changer la donne, parce que je suis très jeune à l'époque, je débarque comme ça dans le grand bain, et on va revenir avec 3 médailles d'argent. Et là, on se dit, mais les Jeux paralympiques, c'est dans 2 ans, c'est pour nous et c'est possible. Après, le regret de mes premiers Jeux paralympiques, c'est de certainement pas avoir pris la mesure de ce que c'était d'être une athlète paralympique. Vous estimiez que vous n'étiez pas suffisamment préparée physiquement, sportivement? Que j'avais pas fait tourner ma vie autour du sport de haut niveau. Et si vous voulez être une athlète qui gagne les Jeux paralympiques, vous devez faire ce choix-là. Et donc, à ce moment-là, on va passer de 6 à 12 entraînements par semaine. C'est-à-dire que je n'ai plus de vie sociale. Je vais avoir un régime alimentaire qui correspond au sport de haut niveau. J'embrasse une vie et une carrière d'athlète de haut niveau. Je garde jusqu'en 2011 mes études en parallèle pour préparer aussi l'avenir. Mais vraiment, le sport prend une place prépondérante dans ma vie. Et ça va nous permettre effectivement d'aller chercher ce titre paralympique lors des Jeux de Londres.
Quels sont vos souvenirs les plus forts, que ce soit sportivement, l'ambiance, ce que ça vous a apporté personnellement, les souvenirs les plus marquants de ces périodes-là? Le souvenir le plus marquant reste le premier titre paralympique, le 100 mètres à Londres, parce que le stade était extraordinaire. 80 000 spectateurs. Les Londoniens sont des vrais amateurs de sport et donc ils nous ont encouragés, ils nous ont salués en termes d'athlètes paralympiques. Et puis la proximité faisait qu'il y avait beaucoup de Français dans les tribunes et moi notamment j'avais toute ma famille. Donc ça a donné une saveur toute particulière à ce titre paralympique. Après, je pense effectivement que le projet sportif le plus abouti était les Jeux de Rio, parce que là, on a vraiment fait des choix stratégiques. Et aux côtés de Cyril, il y avait 3 autres entraîneurs qui m'ont aidé à me préparer pour ces Jeux de Rio, en termes de préparation physique, de préparation mentale, de préparation technique. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par 4 entraîneurs extraordinaires. Ils ont compris que j'étais une athlète de haut niveau particulière, singulière, pas que par rapport à ma situation de handicap, mais aussi par mon mode de fonctionnement. Par exemple, quand moi je décide de travailler en parallèle du sport, c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en question par les entraîneurs. Eux aussi, ils s'adaptent dans leur méthode, dans leur plan d'entraînement pour correspondre à l'athlète que je suis, pour correspondre à mes valeurs, pour me laisser aussi cette liberté de continuer à être engagée de façon associative. Donc une petite équipe de 5 et ça a été une très 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 belle aventure humaine. Vous avez brillé sur le sprint, le 400 mètres, le saut en longueur. Elles représentent quoi pour vous, ces disciplines? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre construction, dans votre vie de sportive, intimement? Ce sont des épreuves très différentes. Alors déjà, ça veut dire que ce ne sont pas mes disciplines de cœur en athlétisme. On va être totalement honnête et transparente. Quand j'étais petite, j'étais plutôt adepte du demi-fond, donc plutôt 800, 1500 et le cross. Sauf qu'en fait, si je veux continuer le projet du 800 mètres, ça n'ira pas au-delà du championnat de France. Et que si un jour je veux rêver des Jeux paralympiques, je suis obligée, eu égard à ma classification, de descendre sur des disciplines beaucoup plus explosives. C'est des disciplines pour lesquelles je ne suis pas prédisposée d'un point de vue physiologique. Donc on a beaucoup travaillé, on a appris ce geste-là. Et en 2016, on a saisi l'opportunité du 400 mètres parce que ça se rapprochait un petit peu de mes disciplines de cœur. Et puis après, la réorientation à partir de 2016-2021 sur la longueur, c'est tout simplement aussi pour contrecarrer une évolution du mouvement paralympique où l'arrivée des doubles amputés rendait moins accessibles les podiums paralympiques sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc on avait fait le choix effectivement de cette focalisation sur la longueur parce qu'on savait que c'était là qu'on avait le plus de marge de progrès et où finalement on pouvait jouer à armes égales avec une athlète double amputée. Parce qu'une athlète double amputée va courir plus vite qu'une femme qui n'a qu'une seule prothèse? Effectivement, c'est assez paradoxal quand on le dit comme ça. On a beaucoup plus de contraintes mécaniques et physiologiques quand on est amputé unilatéral. Déjà d'une, on doit compenser le différentiel entre la jambe valide et la jambe prothèse. On n'utilise pas les prothèses de la même façon puisqu'on n'a qu'une prothèse. Notre vitesse de pointe est inférieure à des athlètes double amputés. Vous disiez que vous travaillez, alors visiblement parce que vous en aviez envie, mais ma question c'est est-ce qu'on peut vivre du sport paralympique? Maintenant, oui. Objectivement, on va avoir des athlètes paralympiques qui peuvent totalement vivre de leur sport pour 2 raisons. Déjà et d'une, parce que grâce aux Jeux de Paris 2024, vous avez désormais, lorsque vous êtes un potentiel médaillable pour les Jeux, qu'ils soient olympiques ou paralympiques, qu'ils soient d'été ou d'hiver, vous avez un revenu minimum garanti à hauteur de 40 000 €. Donc on a vraiment une sérénité financière qui permet à ces sportifs de très haut niveau d'appréhender assez sereinement une saison sportive, quand bien même malheureusement ils n'auraient pas de partenaire privé qui souhaiterait s'engager à leur côté. Après, on voit aussi effectivement que la notoriété des sportifs paralympiques a considérablement évolué ces dernières années. Plus grande médiatisation, plus grand investissement aussi de la part des partenaires privés. Vous avez des sportifs paralympiques qui sont bien identifiés, qui vont toucher des revenus assez confortables de la part du secteur privé. Alors, c'est pas le cas de tous les sportifs paralympiques, mais finalement, on a la même réalité côté olympique. Tous les sportifs olympiques ne vivent pas de la même façon. Côté paralympique, bien évidemment, c'est le même cas. Donc moi, j'aurais pu faire le choix d'être une athlète de haut niveau à part entière. Mon modèle économique était viable, mais c'est pas le choix que j'ai fait parce qu'en termes
de gestion de la pression, en termes de construction identitaire aussi, j'avais besoin d'être autre chose que la sportive de haut niveau. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de travailler à mi-temps, un vrai travail, c'est-à-dire que j'allais en entreprise régulièrement, ce jusqu'en 2018, jusqu'au moment où j'ai pris mes fonctions au sein du comité paralympique, et où là, la compatibilité d'un emploi, d'un engagement associatif, d'une parentalité et du sport de haut niveau n'était pas vraiment très compatible. J'ai la chance d'être toujours accompagnée par EDF, qui reste mon employeur, mais être en détachement pour mes mandats associatifs. Vous faisiez quoi chez EDF ? Alors, j'ai fait un premier poste sur de la conduite de changement, sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Et ma deuxième mission était plutôt sur la question de l'ancrage territorial, le fait d'être en capacité de recruter sur les bassins de vie à proximité. Et ce qui était intéressant, c'était des missions et des postes qui étaient adaptés à une fonction à mi-temps. Vous avez en fait plusieurs flèches à votre arc. Vous êtes notamment commentatrice télévision, vous avez fait des conférences, vous avez sorti un livre qui est une autobiographie, fait de ta vie un rêve. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, toutes ces activités ? Effectivement, on pourrait avoir l'impression que je me disperse un petit peu, mais il y a un trait commun dans tous ces engagements, c'est la question de la transmission. On parle souvent du burn-out du sportif de haut niveau. Moi, j'ai fait des burn-out quasiment derrière chacun de mes jeux. Les premiers, il y avait cette situation d'échec que j'ai mal appréhendée. Ces deuxièmes, il y avait cette notoriété qui est arrivée et je savais pas très bien quoi en faire. Et après cette année 2013 très difficile, je me rends compte qu'il y a un autre pan de ma personnalité qui a besoin d'être animé, c'est celui de la transmission, celui de faire grandir les autres, que ces titres paralympiques soient un objectif qui puisse servir toute une communauté et notamment les personnes en situation de handicap. Donc c'est à ce moment-là où en fait je vais commencer à m'engager dans des mandats associatifs. Et ça tombe bien, ils sont souvent à la recherche de femmes et parfois de femmes en situation de handicap. Donc moi je vais souvent être invitée à siéger dans des commissions. Je vais rentrer au conseil d'administration de la chaîne L'Équipe 21. Je vais devenir commentatrice pour les mondiaux en 2017 de para-athlétisme. Et surtout, je vais aussi avoir vocation à aller beaucoup dans le système scolaire. Tous les vendredis, je prenais ma petite voiture et je sillonnais la France entière pour aller rencontrer des enfants du CP jusqu'au CM2, voire parfois des collégiens, des lycéens, pour leur parler du handicap. Ça donnait du sens à mon action, ça donnait du sens à mes entraînements. Et je me disais, grâce à ça, que mes titres paralympiques, ils étaient un petit peu plus utiles que finalement si je ne les faisais pas fructifier. Après, on peut les faire fructifier financièrement. Moi, j'ai choisi de les faire fructifier socialement parlant parce que vraiment, ça avait du sens pour moi. Aujourd'hui, vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Comment vous voyez fructifier justement ce nouveau rôle ? Le rêve ultime, ça serait finalement que ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire un accès au sport ultra facilité, que finalement tout ça, ça devienne la réalité quotidienne de tous les enfants en situation de handicap. Qu'on installe le sport comme un vrai outil sociétal à destination de ce public-là, que on puisse mieux accompagner financièrement cette réussite d'un projet sportif d'une personne en situation de handicap. Et ça nécessite aussi, au-delà de la demande, d'aller structurer une offre de proximité. Et quand en décembre 2022, on fait le constat que seuls 1,4% des clubs sont en capacité d'accueillir une personne en handicap, là, on se rend compte du gap qu'il y a à franchir. Donc, on a vraiment besoin d'accompagner cette transition des acteurs de proximité, à commencer par les clubs. Nous sommes des générations qui ont grandi éloignées des situations de handicap. Et donc, quand on les rencontre, ça nous interroge, ça nous interpelle, parfois même, ça peut nous faire un petit peu peur. Et bien, demain, grâce à l'école inclusive, grâce à la meilleure employabilité des personnes en situation de handicap, mais aussi parce qu'on fera du sport ensemble, on pourra agir contre ces questionnements, contre ces peurs. On aura des passions communes, on vivra des moments communs. Ça peut vraiment favoriser le vivre ensemble. Vous sentez que les enfants sont très curieux quand vous les rencontrez sur ce que ça implique d'avoir une jambe en moins ? Énormément. Je suis retournée à l'Étang-la-Ville puisque le maire a fait le choix d'avoir un complexe qui porte mon nom et donc on était assez étonnés de la richesse des questions. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ces interventions-là. Je vois que les questions ont évolué. Elles ne sont plus les mêmes. Pour ces enfants, la question du vivre ensemble, du regard de l'autre est en train de s'effacer. Il n'y a pas matière à juger une personne en situation de handicap. C'est de leur donner une richesse que de leur parler très librement, très simplement du handicap et sans aucun jugement de valeur. Paris 2024 a été un énorme succès. Est-ce que sur le sport paralympique, vous sentez qu'il y a un avant-après ?
Sur la question, est-ce qu'il y a un héritage des Jeux de Paris 2024 ? Bien évidemment. Rien qu'en termes de notoriété et de visibilité, il y a 5 ans, les gens ne connaissaient pas les Jeux paralympiques comme ils le connaissent. Il y a aussi eu un gain en termes de structuration. On voit aussi que de plus en plus dans les politiques publiques, ça se traduit dans des impulsions portées au niveau national, portées au niveau territorial, sur de la mise en accessibilité d'équipements, sur du financement d'équipements. Après, on avait un retard considérable sur ces sujets-là. Donc on ne fait que rattraper le retard qu'a pris la France ces dernières années. Vous parlez de retard dans ce domaine-là en France. Quels sont les pays qui font office de leader dans le domaine ? Clairement, les pays nordiques sont vraiment à regarder. Après, ils ont une telle posture culturelle vis-à-vis du handicap que c'est quasiment un idéal impossible à atteindre en France. La question de l'inclusion, la question du sport aussi, fait partie de leur vie quotidienne. Après, on peut aller regarder des modèles comme le modèle italien, qui est un modèle très intéressant, qui a entamé sa désinstitutionnalisation du handicap, quasiment, je pense, plus d'une 30aine d'années, voire un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on arrête d'enfermer les personnes en centre. On les fait vivre en milieu ordinaire. Par contre, on leur apporte les services et les besoins au quotidien. On parle d'handicap purement physique ou même de l'inclusion quand le mental est un peu touché ? Non, on parle vraiment de l'inclusion de façon 360. Je pense qu'il faut aussi être réaliste et on a certaines situations de handicap pour lesquelles on n'arrivera pas à un taux d'autonomie suffisant pour vraiment vivre en population générale. Pour autant, je pense qu'entre ce que font les Italiens et ce que fait la France, on a vraiment une capacité à jouer sur ce curseur-là. Le vrai combat, c'est ce combat de l'autonomie. Et là, on sait, pareil, qu'on a un petit retard de la France sur ces sujets-là, quand bien même ces dernières années, on a vu les sujets un petit peu évoluer. Vous, en dehors du sport et de votre renoncement forcé au rêve de sapeur-pompier, vous vous êtes senti limité dans certaines situations ? Oui, il y a des situations de la vie quotidienne où j'ai une forme de limitation. Se déplacer dans le métro est très, très compliqué pour moi, tant les escaliers que d'être debout dans la rame. Et quand vous êtes sur une forme de handicap qui se voit pas forcément, c'est toujours très compliqué d'aller demander une place assise. Voilà. Donc, il y a des gestes du quotidien, effectivement, qui sont plus difficiles, plus fatigants. En tout cas, moi, je me sens pas forcément limitée dans mon handicap, mais pour autant, ça n'empêche pas que dans mon emploi, moi, j'ai toujours sollicité la reconnaissance de travailleurs handicapés, parce que ça me permet, le jour où j'en aurai besoin, de mettre aussi en place toutes les adaptations nécessaires à mon environnement de travail. On va sortir un peu du sport. Vous avez vécu un drame personnel avec le deuil périnatal. Comment est-ce que vous avez traversé cette épreuve aussi bien dans votre corps que dans votre couple, que votre regard sur la femme, la mère que vous êtes ? Comment vous avez traversé cette période ? Je pense qu'objectivement, c'est le moment le plus difficile de ma vie, quelque chose qu'on n'accepte jamais, et pour autant, la vie continue et on doit continuer à avancer. Et là, encore une fois, il y a eu 2 ressources essentielles pour traverser cette terrible épreuve. La première, ça a été l'entourage, qui a été très présent, très à l'écoute. La solidité du couple aussi, absolument essentielle, et on doit trouver un chemin de deuil commun. C'est peut-être aussi la différence avec le handicap, où on est vraiment sur un deuil individuel. Là, on doit comprendre comment, dans ce couple très fusionnel, comment on arrive à cheminer ensemble vers un deuil commun. Donc, beaucoup de moments de discussion, savoir ce que mon mari avait besoin, ce que moi j'avais besoin. Et ce qui a été, en fait, l'élément déclencheur de sortir du fond de mon canapé, parce que c'était ça ma réalité, c'est que les semaines qu'on suivit, j'étais au fond de mon canapé, mon existence n'avait plus de sens. Tombé 6 mois, jour pour jour, après ce deuil périnatal, les championnats d'Europe de para-athlétisme. Et en fait, je me suis dit, pour te lever de ton canapé, tu vas aller faire du sport, avoir pour objectif de gagner ces championnats d'Europe. Le fait d'avoir un projet sportif pendant ces 6 mois qu'on suivit le deuil périnatal m'a permis de mettre des œillères et de prendre le temps d'accepter un processus très très long, difficile à évoquer, difficile à aborder. On le fait parce que c'est important aussi d'être sensibilisé à ce sujet-là, d'être sensibilisé au fait qu'il y a une vie après tout ça. Et je peux vous assurer que la vie, elle est magnifique. Enfin, nous, on a eu 2 beaux cadeaux de la vie puisqu'on est actuellement parents de 2 petites filles absolument merveilleuses. C'est pas facile tous les jours, comme pour tous les parents, je tiens quand même à le confesser. Mais voilà, on s'est relevé de cette épreuve. Ça fait partie de notre vie de famille, de notre vie de couple. Et on en parle et on en parlera autant que nécessaire aussi à nos 2 filles parce que cette blessure, elle se ressent aussi forcément dans l'éducation qu'on en donne à nos 2 enfants.
Marie-Amélie, quelle est votre définition de la femme inspirante ? Une femme souriante, déterminée et qui affronte l'échec. Quelles femmes vous ont inspiré ? Déjà, ma mère et ma sœur sont vraiment pour moi des rôles modèles, des confidentes. Emmanuelle Assmann a eu une place aussi très importante pour moi en tant que présidente du comité paralympique. Et je crois que Marie-Georges Buffet fait partie aussi des personnes emblématiques dans le secteur qui est le mien, c'est-à-dire le sport. L'exosquelette, c'est un espoir ou c'est encore trop futuriste ? Dans le sport paralympique, on verra. Dans la vie quotidienne des personnes en handicap, c'est un véritable espoir. Un petit rituel avant une compétition ? Le petit clin d'œil, le petit regard à la famille et au coach. Une habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? La gourmandise. Votre plus grande peur ? Qu'il arrive quelque chose à ma famille. Le plus gros obstacle que vous ayez eu à affronter ? L'étroitesse d'esprit de certaines personnes, notamment sur les compétences et capacités des personnes en handicap, qui amènent une violence de discours absolument dramatique. Quel est le moment le plus fort dans l'ensemble de votre parcours ? Les naissances de mes filles. Quel est l'échec qui a eu le plus gros impact sur votre vie ? Les championnats du monde de 2011, saut en longueur, j'arrive, je suis détentrice du record du monde, meilleure performance mondiale de l'année, je suis ultra en forme, je passe même pas en finale. Donc la grosse remise en question, c'est un échec qui a boosté ma vie, boosté ma carrière sportive. Est-ce qu'à un moment vous avez douté au point de vouloir renoncer ? Quotidiennement. Quand on est perfectionniste, on doute toujours. Je suis quelqu'un qui n'est pas empreinte d'énormément de certitude et de confiance en elle. J'ai des qualités, j'ai aussi beaucoup de défauts. Et donc, j'apprends à me manager avec tout ça. Ça me permet aussi très régulièrement de me remettre en question. Votre plus grande victoire ? Le titre paralympique à Londres en 2012. Quel est votre prochain Everest ? Le sport des enfants en situation de handicap. Que dans toutes les cours d'école, que dans tous les clubs sportifs, on voit des enfants s'épanouir et sourire lors du temps sportif. Vous avez un mantra qui vous porte au quotidien ? Fais de ta vie un rêve, ça c'est essentiel, mais surtout, et de ce rêve une réalité. C'est-à-dire que dans la vie, on a des rêves, on a des ambitions, mais derrière, on se donne les moyens d'y arriver. Qu'importe le résultat, l'important en fait, c'est d'essayer, c'est de se challenger. On va revenir quelques instants dans mon sujet de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que vous avez un accessoire qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Dès que je convoie mes filles, c'est « Maman, mets les chaussons pour enfants ». Comme je dois mettre la playlist pour rendre le trajet agréable, je dirais mon téléphone pour toutes les fonctionnalités complémentaires qu'il apporte à la voiture. Justement, quelle est la meilleure musique à écouter en voiture ? Coldplay Paradise et La Reine des Neiges. Ça dépend un peu de l'état d'esprit du jour. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? On a chaque année la chance de partir au sport d'hiver avec mon mari et c'est globalement la seule condition qui me posait chaque année quand je lui demandais de repartir sur une nouvelle session sportive. C'est OK, tu peux continuer ta athlète de haut niveau si pendant une semaine on va au ski. Et c'est toujours des moments absolument magiques. On traverse comme ça la France, on traverse une grande diversité de paysages et moi j'adore notre pays. La voiture est un moyen de découvrir notre pays, son immensité, sa beauté, sa diversité. À l'inverse, moins sympa, quel est le pire moment que vous ayez passé dans une voiture ? Ça doit être dans les bouchons. Je suis assez peu en voiture sur Paris. Mais oui, ça va être les moments les plus pénibles. Parce que sinon, par ailleurs, j'adore conduire. La voiture est un moyen de locomotion qui permet de relier le monde, qui permet de nous relier d'un territoire à l'autre et qui, moi, m'a permis finalement de sillonner la France pour toutes ces actions de sensibilisation. Donc, j'aimais particulièrement ma voiture pour ça. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Tout dépend qui sont mes passagères et mes passagers. Je suis relativement quand même zen. En s'agaçant et en s'énervant, ça changera pas le moment qu'on est en train de vivre. Ça vous rend juste un peu plus irritable. Donc j'essaie d'être la plus zen possible. Et pour finir, comme le veut la tradition dans Parole de Femme, Marie-Amélie, on part en road trip. Où est-ce que vous nous emmenez ? J'ai peut-être envie de vous emmener dans un club sportif où la diversité s'incarne, où on va aller voir la beauté, l'impact du sport dans des parcours de vie et où on va témoigner vraiment de l'enjeu de l'inclusion. Au revoir Marie-Amélie et surtout un immense merci pour ce moment plein d'espérance et de lumière. Merci à vous. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Parole de Femme. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous suivre sur Instagram et à laisser un petit cœur ou un commentaire. C'est précieux pour continuer à faire entendre ces voix inspirantes.